Voilà, François Ruffin, député de la Somme, président du parti Debout, point d'exclamation, auteur de Mal travail, le choix des élites et co-réalisateur du film Au boulot. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On avec plaisir. La discussion avec vous et avec un nouveau témoignage puisqu'on rythme cette discussion, des témoignages, des portraits personnels, des parcours de vie et on continue avec vous Valentine. Alors on a déjà quelques éléments déjà, vous avez 25 ans, c'est bien juste. Oui. Vous êtes étudiante en architecture. Racontez-nous en détail, vous avez commencé, vous avez dit la restauration rapide, c'était dans quel type de chaîne ? Je ne vais pas leur faire de la pub en donnant le nom, mais c'était un système franchisé bien connu, notamment à Paris et dans les grandes villes de France, qui a des petites boutiques qui font passer des centaines de personnes par jour. Simplement. Votre expérience du travail, pourquoi ça vous a à ce point déçu ? En fait, il faut dire que moi, j'ai retrouvé pas certes le même travail, mais en fait les mêmes conditions de travail et surtout la même logique derrière, autant dans les cabinets d'architecture que dans les chaînes de restauration rapide. La logique, c'est celle de pousser les employés à faire des heures supplémentaires, leur mettre la pression, faire reposer sur eux l'ensemble du chiffre d'affaires et de la bonne réussite de l'entreprise. D'ailleurs, en fait, c'est un petit peu normal, parce que ceux qui font de la richesse, c'est bien les employés, les travailleurs qui travaillent et qui exécutent en fait les choses. Bon voilà, s'il y avait personne pour servir des burgers ou des bagels, il n'y aurait rien de servi. S'il y avait personne pour dessiner des plans des agences, il n'y aurait rien de dessiné. Même logique dans toutes les entreprises, l'industrie, etc. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est quand même que moi, j'ai fait quand même 5 ans d'études. Alors, moi, je ne pense pas que c'est une valeur particulière de faire 5 ans d'études. Par contre, mes parents, ils étaient vraiment convaincus qu'avec ces études-là, j'allais accéder à un emploi bien rémunéré, dans des bonnes conditions. Et ils ont été complètement effarés de voir les conditions de travail dans les agences d'architecture où on fait énormément d'heures supplémentaires, on fait énormément de charrettes, on est poussé et on nous met vraiment la pression, notre travail est dévalorisé. Et derrière, nos chefs, en fait, font un peu semblant de devenir nos amis pour derrière mieux nous la mettre à l'envers sur les conditions de travail, sur les contrats qui ne sont pas respectés. Et en fait, dans la restauration rapide chez moi, c'était pareil. Mon patron, il venait me voir tous les jours. En face, il était vraiment très gentil, il était sympa avec moi, voire parfois un peu paternaliste. Par contre, voilà, il nous surveillait sur les caméras de surveillance, il nous appelait au téléphone dès qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et à partir du moment où son chiffre d'affaires a chuté parce que la marque lui a imposé une nouvelle carte, c'est à nous qu'il a mis la pression tous les jours. Et en fait, moi et d'autres collègues, mais ça on ne le savait pas à l'époque parce qu'on ne discutait pas assez entre nous, il nous menaçait de nous licencier tous les jours. Et petit à petit, il nous a poussé à la sortie. Et effectivement, on a été 3 à démissionner en à peine quelques semaines. Mais franchement, rétrospectivement, on n'aurait jamais dû démissionner en fait. On aurait dû davantage discuter entre nous, on aurait dû s'organiser et en fait remettre la pression sur le patron, quoi. Décrivez-nous bien, quand vous dites on vous surveille avec la caméra de surveillance, parce que je suis frappé dans le témoignage que vous avez apporté à mes collègues, vous dites il y a quelque chose d'un peu dictatorial dans le monde du travail. Vous avez observé quoi par exemple ? Déjà, les discussions sur les conditions de travail, c'est dans un sens. Je veux dire, la négociation en entreprise, ça n'existe pas. La démocratie en entreprise, ça n'existe pas. Même le droit du travail, en réalité, même s'il était appliqué, il ne serait pas forcément toujours à notre avantage, mais ça n'existe pas. En fait, il n'y a personne pour le faire appliquer, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, moi, de l'expérience que j'ai faite, mais en fait aussi de ce que j'entends de mes amis, des discussions que j'ai, mais peu importe le secteur d'activité, les infirmières, les cadres, les ingés, ceux qui font les petites mains dans des trucs pourris, pour tout le monde, en fait, c'est le même rythme, c'est la même logique, et personne, en tant qu'employé, n'a le droit de discuter ses conditions de travail, n'a de force dans la négociation. C'est sûr que là-dedans, mais je leur dis, parce que je pense que c'est quand même important, mais je pense qu'à l'époque, en partant de mon exemple là, si nous, on s'était accordé et qu'on avait remis la pression sur notre patron, même juste qu'on s'était accordé ensemble pour se coordonner et renégocier nos horaires de travail et tout, en fait, je pense qu'il aurait pas fait ce qu'il a fait. Est-ce que vous êtes en colère ? Oui, je suis assez en colère, mais je pense que c'est normal, en fait, quand on a mon âge, quand on fait des boulots pourris, d'être en colère, quoi. Mais un peu importe qui on est dans la société, quand on se rend compte à quel point la société est injuste et à quel point elle se base sur l'exploitation des gens, des jeunes, des gens les plus précaires aussi. Vous avez des formules provocantes. Vous dites « ceux qui profitent du chômage pour réfléchir ont raison ». C'est créé pour ça. Je trouve pas ça très provoquant. En fait, c'était vraiment dans la réflexion de pourquoi est-ce qu'on a créé l'assurance chômage. En fait, comme l'assurance maladie, c'est fait pour se reposer. Le chômage, c'est fait pour chômer entre 2 emplois et réfléchir à ce qu'on va faire après. C'est ça pour ça que ça a été créé à la base. François Ruffin, un commentaire de ce que vous venez d'entendre. Non, d'abord, le titre que vous avez donné, c'est « Le travail est-il encore une valeur de la société ?» Moi, je vais répondre pour moi. Je pense que le travail est au socle de la société. Que ne serait-ce que quand on vient boire un verre d'eau comme ça, c'est une quantité de travail accumulée qui permet que Duralex ait une usine qui produise encore du verre dans notre pays, mais que aussi on ait des canalisations qui étaient creusées. Il y a des dessous, c'est Duralex, oui peut-être. Je ne suis pas sûr. Moi, je mangeais autre chose. Que le coup du robinet, le moindre geste qu'on
qu'on fait, en fait, c'est du travail qui est mis en commun, que ça soit du travail salarié ou du travail bénévole. Donc, moi, je pense que la société va mal, parce que depuis 40 ans, le travail va mal. Et que, en fait, vous savez, il y a quelque chose que j'ai entendu, moi, ça fait des décennies d'enquêtes, de reportages dans le monde du travail. C'était sur la zone industrielle d'Amiens, si vous n'êtes pas content, il y en a 1000 qui attendent à la porte. Et c'était le refrain. Et donc, du coup, ça voulait dire que faut vous adapter. Et tant pis pour vous, tant pis sur les salaires, tant pis sur les cadences, tant pis sur le rythme. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a la nécessité que ça change. La main-d'œuvre est devenue quelque chose, une denrée rare et précieuse. Donc, il faut, pour des raisons démographiques notamment, parce qu'il y a de moins en moins de personnes entre 20 et 60 ans qui sont en âge et assez en forme pour travailler. Et donc, ça demande un changement de regard sur la main-d'œuvre et qui doit être respecté. Et je veux dire que dans notre pays, à mon sens, on a un immense gâchis productif. On a un gâchis productif sur la jeunesse parce que c'est des stages, c'est des CDD, c'est de l'intérim pour finir par avoir une place au boulot. Et on met 1 ou 2 ans de plus que les pays alentours pour entrer vraiment sur le marché du travail. C'est un gâchis à l'autre bout. Vous en avez témoigné, mais c'est les seniors qui se font évacuer. Et en fait, c'est pas du jeunisme, c'est de l'entre-deuisme. Mais dans l'entre-deux, on a un gâchis sur les étrangers qui pourraient tous participer à la richesse de notre pays. On a un gâchis, pour moi, sur les femmes quand elles ont des difficultés à reprendre leur carrière parce qu'elles ont eu un enfant. Et de manière plus générale, la France, notamment pour des raisons de management, on a un mal-travail dans notre pays qui est endémique. On est passé de 50 000 inaptitudes par an, donc ça veut dire 50 000 personnes qui sont évacuées du travail par troubles psychiques ou par troubles musculo-squelettiques, ça a doublé en 10 ans. François Ruffin, de 50 000 à 100 000. On écoute la suite des témoignages. Et vous devrez répondre aussi à Philippe, préparer la réponse, parce qu'on a entendu, attendez. Philippe, et je lui répondrai très volontiers. Alors attendez, répondez. Alors juste pour résumer, je rappelle à ceux qui nous rejoignent peut-être, Philippe dit, allez-y, dites-le vous. Chez moi, j'ai beaucoup de routiers. J'ai beaucoup d'étrangers. Et ça, il faudra m'expliquer. J'ai beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens, des chauffeurs routiers qui ne sont pas européens, qui roulent en Europe par le biais des sociétés espagnoles. Ils prennent le marché, le travail, mais ça il faut le savoir, hein, des chauffeurs routiers, parce que nous on les a tous les soirs, hein, entre les Français et les étrangers. Vous avez des patrons français qui vont très très mal, parce que les sociétés espagnoles emploient justement les chauffeurs des pays de l'Est, qui roulent en France, qui prennent le marché du Sud. Alors réponse là-dessus, bref, parce que c'est un problème particulier. Je pense qu'on s'est plongé dans la mondialisation n'importe comment. Mais c'est vrai sur les usines, et moi j'ai vu partir les usines de chez moi vers l'Est de l'Europe ou vers l'Asie, et c'est vrai sur l'agriculture. Là, c'est une délocalisation vers l'Amérique du Sud qui est programmée avec le traité sur le Mercosur. Mais là, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on a fait aussi pour baisser les coûts du transport. Donc ça veut dire que c'est des conducteurs roumains, c'est des conducteurs bulgares. Je russes, ils ne sont pas européens. Attention, ils sont mais pas... même quand c'est européen, je suis désolé, moi ça me dérange. Oui, ça me dérange parce que c'est un détournement du droit du travail. On a eu 3 mois de grève, 3 mois. Alors là, je suis bien placé pour vous en parler parce que moi je suis au Ponto. Vous avez le port de Marseille, vous avez le port de Fos et le port de Port-Saint-Louis. Les conteneurs, les bateaux, toute la marchandise qui arrive du monde entier. Ouais. D'accord. Et on a eu 3 mois de grève de containers. J'ai eu 30% de baisse d'activité parce que chez moi, il y a beaucoup de porte-containers. Les routiers français, quand ils vont chercher des containers à Marseille, Fos ou Port-Saint-Louis, ils s'arrêtent soit en réception ou soit en livraison. On va avancer, Philippe, parce que c'est pas une émission spéciale sur les routiers. Je dis pas que c'est une question, mais on refera une émission routier. Quand vous avez parlé de la baisse de votre... Les patrons français ont perdu les marchés. Les patrons français ont perdu les marchés. Ils ont fait appel. Ils ont demandé à ce que les containers soient desservis. Allez, on avance, Philippe. Je vous interromps parce que... Non, s'il vous plaît. Je vous interromps. On va pas faire une émission spéciale sur les routiers. On avance dans nos témoignages. Allez, un mot. Ça lie quand même la question du pouvoir d'achat. Parce que quand vous avez des routiers qui sont des pays de l'Est et qui ont évidemment un salaire qui est beaucoup moins élevé, ils vont beaucoup moins s'arrêter au restaurant, ils vont manger la gamelle dans leur camion.
Donc c'est ça que... non, moi, chez moi, ils mangent. Moi, chez moi, ils mangent. Avançons, un paquet qui mange leur gamelle sur le parking. Moi, aussi. Avançons, Philippe, avançons et on ira manger chez vous, c'est promis. Voilà, merci. On ira tous, on fera une grande soirée chez vous la prochaine émission. Esteban, on avance avec vous, Esteban, parce que vous avez 22 ans et alors vous êtes un cas très intéressant et on s'est rendu compte quand on a fait une recherche d'invités que ça représentait quelque chose dans votre génération de gens qui font le saut de dire je vais moi sortir du système et essayer de me débrouiller à ma façon. Comment ? Alors, j'ai pas vraiment l'intention de sortir du système, mais quand on a entendu tout le monde parler, que ce soit en tant que patron, on a du mal à embaucher, quand ce soit en tant qu'employé, on a du mal à trouver un emploi. Donc je me suis dit, plutôt que d'essayer de jongler entre les deux et d'être en difficulté, pourquoi pas directement me lancer moi en tant qu'auto-entrepreneur ou entrepreneur et me développer et travailler moi-même pour me dégager un salaire moi-même et pour créer de la valeur moi-même. Et tout ça sans mise de départ. On n'est pas d'argent, pas une base d'argent, ou quoi ? Alors, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans et demi en saisonnier. Pour me faire un petit peu d'argent. Derrière, je sortais pas beaucoup en soirée, donc je pouvais économiser. Et depuis l'âge de 14 ans, j'ai été arbitre de basket. Donc je sifflais, donc j'arbitrais un match tous les week-ends, de 1 à 3 matchs par week-end, ce qui me faisait en moyenne, on va dire, entre 400 et 700 euros par mois. Donc ça, je le mettais de côté. Et à force, avec tout ça de travail cumulé, j'ai pu, quand j'ai voulu me lancer, que ce soit lancer la marque de vêtements avec un de mes meilleurs amis ou la salle de sport, j'ai pu apporter un petit capital, ça reste petit par rapport aux sommes d'habitude quand on lance une entreprise, j'ai pu apporter quelque chose pour pouvoir m'aider à me lancer. Donc vous êtes très travailleur, si je comprends bien. On peut dire que vous êtes ambitieux ? Alors, je suis très travailleur, oui, mais j'estime en fait que l'heure de travail ou le travail doit être à la hauteur de nos ambitions. C'est-à-dire que si on a l'ambition, et je le dis, de pouvoir être libre financièrement à 30 ans, je dois modifier mon mode de vie et travailler à la hauteur de cette ambition. Je ne peux pas dire que je veux être libre financièrement à 30 ans et me dire je travaille que 20 heures par semaine. Comment elle s'appelle, votre marque de vêtements ? Moi, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle The Freedom. Comment ça ? The Freedom. The Freedom. Levez-vous qu'on la voit. Alors c'est quoi votre marque de vêtements ? Voilà. Ça c'est le site de Freedom. C'est ça. Alors voilà. Surtout le petit pantalon velours avec évidemment derrière le petit logo de The Freedom. Ouais, on dit qu'on ne cite pas des marques là en tout cas. Bravo à vous parce que votre deuxième entreprise, c'est que si je comprends bien, vous êtes cofondateur d'une salle de sport. C'est ça. Donc je suis cofondateur d'une marque de vêtements et cofondateur d'une salle de sport. En fait, pour faire simple, j'ai été en alternance sur 1 an l'année dernière dans une micro-entreprise, donc une petite salle de sport indépendante. Et mon objectif, moi, en tant que justement alternant, c'était de pouvoir m'associer avec cette personne-là. Donc sur 1 an, j'ai fait mes preuves, j'ai tout fait pour que cette personne m'accepte en tant qu'associé. Et donc, grâce à mon travail et à mon sérieux, cette personne-là a accepté de s'associer avec moi pour créer une salle de sport et quelque chose d'un petit peu plus grand et pouvoir évoluer par la suite. Si j'ai bien compris, vous dites je ne sortais pas du système et je comprends ce que vous dites, mais quand même, vous ne croyez plus, par exemple, dans le système des retraites. Vous n'êtes pas sûr que vous aurez à la fin, dans 40 ans, une retraite ou plus. C'est ça. En fait, ma motivation de travailler et d'être libre financièrement le plus tôt possible, ça vient de 2 choses. La première, c'est que je ne veux pas attendre que quelqu'un que je ne connais pas me dise que j'ai le droit d'arrêter de travailler. Pour moi, la retraite, c'est ça, c'est je travaille, je cotise, et un jour, je l'espère, on va m'appeler en me disant Esteban, tu peux arrêter de travailler. C'est pas ce que je souhaite. Qui va vous appeler ? Je ne sais pas, mais c'est pas ce que je souhaite. J'ai envie d'arrêter de travailler le jour où moi j'ai décidé d'arrêter de travailler, que ce soit 45 ans ou 75 ans ou 80 ans, ça je ne sais pas. Je veux juste pouvoir et être en capacité de prendre la décision moi-même. Ça, c'est la première motivation. Vous êtes très libéral, en fait. Un peu, oui, c'est ça. Ouais. Vos réactions aux autres, je vois très intéressé. Brigitte, par exemple, il n'est pas loin de votre philosophie, j'ai l'impression. Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et lorsque le rectorat de Paris m'a appelé pour me dire « Madame, vous avez tellement d'annuités, quel argent voulez-vous gagner en plus ? Prenez votre retraite. » Mais j'ai dit « Mais monsieur, je ne veux pas gagner d'argent en plus. Je veux continuer à donner ce que j'ai accumulé et à le partager. » Malgré tout, il a fallu partir. Et cet homme qui me sollicitait tous les ans pour me dire « Songez-y, songez-y », cet homme-là devait partir en même temps que moi. Et au moment de se séparer par téléphone, il me dit « Finalement, j'ai trouvé un moyen de rester 1 an de plus. » Ça veut dire si vous aviez pu, vous auriez travaillé plus longtemps ? Encore plus, toujours plus. Vous auriez pris la retraite à quel âge ? Je travaille encore beaucoup.
Non, mais tant qu'on peut. Enfin, je sais que ça va casser tout le système des retraites et je vais être très antipathique. Mais pas comme forcément. disait Esteban, On verra comment François Ruffin va répondre je surtout. crains qu'il Attendez, ne soit il se choqué. prépare. Il risque d'être choqué, mais c'est le fond de ma pensée. Et Esteban le disait, tant qu'on peut donner, tant qu'on peut être utile, eh bien, soyons utiles. Vous faites réagir, je vous donne toute la parole, qu'on entende tous les Français d'abord. Hugues, ça vous fait réagir aussi. Non, mais je considère que nous sommes dans une société, nous vivons dans une société. À un moment donné, il faut partir, il faut laisser la place aux hommes, il faut laisser la place aux jeunes. Alors, effectivement, si on peut travailler jusqu'à 96 ans, on le peut. Mais comment un jeune peut-il trouver du travail si on ne lui laisse pas la place ? C'est ça le problème. Et le problème du travail aujourd'hui, c'est qu'il est dévalorisé. Alors, on dit que les jeunes sont fainéants, c'est la génération des paresseux. Non, il faut leur offrir des perspectives avec un salaire décent et il faut qu'ils éprouvent le bien-être au travail. Parce que là, nous sommes dans une société où maintenant, le travail, c'est rentabilité, productivité, et on compresse au maximum l'employé. Puisqu'on parle jeunes, j'aimerais la réaction de confiance, puisque les jeunes, entre guillemets, on est tous jeunes, hein, mais enfin les plus jeunes, c'est Esteban, c'est vous Valentine, et c'est vous Confiance. Hein. Quand vous entendez le témoignage de Esteban, qui est super entrepreneur, qui fait tout à sa façon. Justement, je suis très fière de lui. Et l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'avais éventuellement en tête. Après, bon, je me pose un peu des questions, donc je ne sais pas. Mais c'est très bien en soi, parce qu'on est dans une mentalité d'avoir la liberté de pouvoir partir, revenir, s'arrêter. Donc, non, je suis d'accord avec lui. Alors, comment réagit François Ruffin? Parce que là, on est dans un modèle quasi libéral. Là, on a une personne qui dit qu'elle est prête à prendre sa retraite à 70 ans. Quel âge? Plus. Allez, voilà, monsieur... Entendons-nous bien, c'est une autre façon de travailler après la prise officielle de retraite. On a compris, mais on a Esteban... Attendez, François Ruffin, attendez, parce que là, c'est votre cauchemar qui commence. Non, Esteban qui est pour les 70 heures, on n'est plus aux 35 heures, non, mais je plaisante à moitié. Comment vous réagissez à ces témoignages? Je vais vous dire d'abord, moi, je suis un auto-entrepreneur. Moi, j'ai créé mon journal il y a 25 ans maintenant, et je l'ai fait avec mon livret de caisse d'épargne sur lequel il devait y avoir 2000 francs à l'époque. Donc, vous voyez, bon... Donc, et il m'a fallu travailler beaucoup. Je sais ce que c'est qu'un contrôle URSSAF. J'ai été manager aussi à ma manière, donc je ne vais pas être choqué. Voilà, on peut avoir des parcours divers et variés. Et je pense que je lui adresse mes félicitations, ça va de soi. Je lui souhaite plein de réussite à l'avenir dans son parcours. Et j'espère que si jamais il y a des heurts, ce qui peuvent arriver dans l'existence, eh bien, il y aura quand même une sécurité collective qui viendra vous servir de filet de sécurité parce qu'on en a besoin et que la retraite qu'on a construite ensemble, la sécurité sociale qu'on a construite ensemble, c'est de ne pas s'écrouler dans la vie quand on a tenté des aventures, et il y en a qui tournent bien et il y en a qui tournent mal. Mais je pense que vous en êtes conscient. Votre marque s'appelle The Freedom, la liberté. C'est peut-être la liberté que vous avez choisie en menant votre propre aventure. Je veux juste que le salariat ne soit pas the jail, la prison. Mais que le salariat, ça puisse être un choix où on s'épanouit aussi, où on soit bien dans la vie parce qu'on se réalise au travail. Or, aujourd'hui, je pense qu'avec ce qui s'est passé ces dernières décennies, cette manière de considérer la main-d'œuvre comme quelque chose qui pouvait être pressurisé à volonté, eh ben, on a mis les salariés à mal. Il suffit de comparer ce qui se passe avec les pays alentours. Le taux d'anxiété des salariés français est de 48%. Celui des Allemands est de 12%. On a vraiment un gros souci sur le management dans notre pays. Alors attendez, qui se sent angoissé sur ce plateau ? Lié au travail, alors C'est la raison pour laquelle, du coup, j'ai quitté mon travail. C'est parce que c'était lié au stress. Il y avait un manque de reconnaissance aussi sur mon travail. Et j'ai pas été entendue, j'ai pas été écoutée quand j'avais un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis partie, quoi. Donc. Mais l'angoisse, moi je suis frappé de ce que vous dites. L'anxiété, qui ressent ça? Non, c'est un point très important. Angoisse, Valentine aussi? C'est le mot? Oui, je pense que l'angoisse, c'est le mot. Il faut dire que quand on prend des coups de pression tous les jours, en fait, c'est un peu angoissant, mais franchement, moi, je veux plutôt garder la colère. En fait, Esteban, moi, je te comprends de vouloir prendre la fuite, la porte de sortie. Moi, je pense qu'avec la thèse, c'est aussi un peu un moyen d'échapper à ça, mais en réalité, je pense que c'est des solutions qui sont plutôt des renoncements, quoi. Tu vois, s'en sortir individuellement comme ça, chercher la petite porte pour s'en sortir tout seul. En fait, c'est renoncer à changer les conditions de travail de tout le monde. Et ça, il faut le faire depuis l'intérieur des entreprises, malheureusement, quoi. D'ailleurs, Monsieur Ruffin, je me demande bien comment est-ce que vous comptez, vous, vraiment
vraiment changer les conditions de travail des gens, comment faire pour que le salariat ce soit un choix, parce que je suis désolée, aujourd'hui le salariat c'est pas un choix en fait, c'est un truc qui est imposé, tout le monde n'a pas les moyens de devenir auto-entrepreneur, le chômage on peut pas rester dedans pendant trop longtemps, et désolé, mais il y a quand même un truc qui me gêne un peu dans votre façon de parler. Moi, j'entends effectivement l'auto-entrepreneur chez vous parce que vous parlez de la main-d'œuvre. Mais les travailleurs, c'est pas de la main-d'œuvre. En fait, c'est pas des petits calculs dans un tableau. Voilà, il y a la main-d'œuvre, les marchandises, les machines. En fait, c'est des gens qui travaillent, qui dépendent de ce travail-là pour vivre. Enfin, moi, je me demande un peu comment est-ce que vous comptez mettre en place quoi que ce soit, quoi, parce que en réalité, je veux dire, moi je pense que si on met pas un peu en place un rapport de force contre les grands patrons, mais vraiment ceux qui dirigent la société, quoi, ceux qui, y compris, imposent leur agenda aux politiciens et auxquels vous devez bien répondre d'une manière ou d'une autre. Si on passe pas par ça, en fait, comment est-ce qu'on fait pour vraiment changer les conditions de travail, pour que le travail qu'on choisit, ce soit un vrai choix éclairé, quoi, parce que ça c'est pas à la portée de tout le monde aujourd'hui, très très loin de là, quoi. Alors, je vous réponds d'abord, il y a eu un déplacement de la valeur ajoutée qui est passé du travail vers le capital et c'est absolument colossal. C'est entre 5 et 10 points. Ça veut dire au moins 100 milliards d'euros qui chaque année vont en dividendes aux actionnaires plutôt qu'aller sur la paye pour les salaires. Donc c'est une marge absolument considérable. D'abord, moi j'ai par exemple porté une proposition de loi sur la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, la première cause de maladie professionnelle, d'être mal au travail, c'est les troubles psychiques, c'est le burn-out. Or, ça n'appartient pas au tableau des maladies professionnelles. Ce qui fait que quand vous en parlez, derrière, c'est pas reconnu et finalement, l'entreprise n'est pas sanctionnée pour ça. Si vous coupez une main au travail, l'entreprise va être sanctionnée derrière. Si en revanche, c'est un craquage parce qu'on vous a mis trop de pression, c'est quand même le mot qui revient, bah derrière, il y a zéro sanction là-dessus. Vous dire que je pense que quand on fait les comparatifs internationaux, la parole des salariés est très peu écoutée en France. Il y a beaucoup de changements. On impose des organisations, des désorganisations, des réorganisations, mais derrière, on regarde, les gens sont souvent peu informés, ils sont encore moins consultés, et très rarement, ça a de l'influence, ce qu'ils disent sur le changement. Et c'est pas le cas dans les pays alentours. Et moi, je pense que ce qu'il nous faut, Jaurès disait, la révolution a fait des Français des rois dans la cité, mais elle les a laissés serfs dans les entreprises. Et donc je pense qu'il y a une question centrale, c'est comment on fait entrer la démocratie à l'intérieur des entreprises. Comment on écoute la parole des salariés à l'intérieur des entreprises. J'ai deux choses à dire. La première chose, c'est de le faire par le haut. Dans les grandes entreprises, il faut des membres des salariés, dans les conseils d'administration, et pas que ça soit sur un strapontin, mais qu'ils aient vraiment leur place sur les choix stratégiques, sur la direction qui va être donnée. La participation. Et ensuite, la démocratie par le bas, je pense qu'il doit y avoir une demi-journée par mois où les salariés puissent se réunir sans la présence de leur hiérarchie pour discuter de leur organisation de travail, des cadences, de la pression qu'ils reçoivent avant d'aller porter une parole vers le haut. Mais la question de la libération de la parole, vous savez, c'est au moment de la crise des retraites, le président de la République, Emmanuel Macron, avait dit « il nous faut un nouveau pacte de la vie au travail ». Et finalement, on n'en a pas vu l'ombre, il n'y a rien eu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a la nécessité d'avoir un véritable nouveau pacte de la vie au travail. François Ruffin, on va entendre nos témoignages parce que vous dites vive l'auto-entrepreneur parfois, hein, mais certains vous disent vous faites partie de ceux, vous au sens large, pas vous personnellement, qui mettent trop de normes dans la société française, trop de normes de toutes sortes. Et Jérémy Benamou, votre témoignage est très intéressant, vous avez 39 ans, vous avez quitté la France, vous êtes en Espagne et vous dites en substance, alors à Barcelone il y a plus de soleil, ça c'est bien, mais aussi l'ambiance est plus légère, plus conviviale, on a plus l'état d'esprit du travail, l'état d'esprit de l'entreprise et il y a plus de bonheur dans l'entreprise. Pourquoi ? Moi, écoutez tout le monde, je trouve qu'il y a énormément de généralités et en France, je trouve qu'on est un endroit où on généralise beaucoup les choses. Si j'écoute mes collègues et je respecte tous les avis ici, il y a le clan des gens qui détestent leur travail et le clan des gens qui adorent leur travail. Et puis, il y a plein de gens qui travaillent en étant ni extrêmement heureux ni extrêmement malheureux. Mais j'aime beaucoup le témoignage d'Esteban qui dit bah, « moi j'ai envie d'être heureux au travail, j'ai envie de bosser beaucoup, j'ai envie d'être riche à ma manière. Hein, et du coup, je vais me prendre en main. Racontez votre expérience. Énormément et je vais faire ça comme ça. Moi, j'ai travaillé, donc je suis plus un jeune, hein, puisque ça y est, j'ai 39 ans. J'ai travaillé 12 ans dans une entreprise où j'adorais mon boulot et où j'ai eu une belle évolution. Et donc j'ai proposé il y a quelques années à mon patron à l'époque de m'expatrier par curiosité. C'était ni une fuite, ni
ni un échappatoire, mais par curiosité de partir vivre en Espagne pour vivre autre chose à Barcelone, et puis parce qu'il y fait plus beau, et de créer la filiale de l'entreprise pour laquelle je travaillais à l'époque. Et puis il y a 2 ans maintenant, j'ai eu envie de créer mon modèle, mon entreprise dans un secteur qui me passionnait, qui est l'intelligence artificielle. Et donc j'ai lancé cette entreprise qui commence à bien tourner. On a 2 ans d'existence aujourd'hui, une dizaine de personnes qui travaillent avec moi. Je ne vais pas du tout parler à leur place parce que je ne suis pas eux, mais j'ai la sensation qu'on s'amuse, que les gens qui travaillent avec moi sont heureux par choix. Tout le monde n'a pas la chance, c'est pas facile pour tout le monde, on va pas faire de grandes généralités, il y a plein de gens pour qui c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas que vous n'auriez pas trouvé le cas échéant en France ? Il n'y a pas de préjugés. Moi, en tant qu'entrepreneur, quand je suis en Espagne, on me regarde pas en me disant à quel moment est-ce que tu as volé de l'argent, qu'est-ce que tu as mal fait, qu'est-ce que tu mérites pas. Quand je suis en France, je trouve ça plus morose et je trouve ça plus accusateur. Et encore une fois, je respecte les opinions de tout le monde ici, mais je ressens sur ce plateau, comme souvent en France, que être entrepreneur, c'est mal. C'est pas ce que les gens ont dit, hein, mais c'est une espèce d'ambiance que je ressens, alors que je suis entrepreneur, j'ai été salarié, j'ai eu 25 ans, j'ai eu mes premiers jobs, j'ai été serveur, je me suis senti oppressé, j'ai eu des trucs avec mes patrons à l'époque qui m'ont pas plu, mais j'ai passé une étape, puis une autre étape, puis une autre étape, puis une autre étape, et puis j'ai fait quelque chose. Et puis quand je suis devenu entrepreneur, j'ai pris énormément de risques. Aujourd'hui, si demain, moi, le seul truc qui me fait empêcher de dormir, c'est de potentiellement un jour pas pouvoir payer mes salariés. C'est ce qui me stresse le plus. Et c'est moi qu'on viendra voir si ça arrive un jour. Gagner de l'argent, ça me frappe. Vous avez dit riche et vous avez fait le geste comme ça. Parce qu'effectivement, dire riche en France, on a un peu peur de le dire. C'est un très très gros mot. Aux États-Unis, on aurait fait le même plateau, on ne dirait pas riche comme ça. On dirait oui, j'ai gagné tant, le plateau s'extasierait pour dire bravo, bien joué, etc. C'est vrai qu'on a une autre mentalité ici. Ouais, je trouve que si je reprends l'exemple de l'Espagne, il y a plein de choses mieux, il y a plein de choses beaucoup moins bien. Mais je trouve que, en tout cas moi dans ma vie de tous les jours, j'ai un juste milieu. J'ai des gens qui regardent l'entreprise et l'entrepreneur normalement, qui n'est pas sur la culture américaine qui l'élève en héros et etc. Mais on n'est pas non plus sur la culture française qui le regarde d'un air soupçonneux. Ça fait réagir, notamment Esteban. Moi, je trouve que Jérémy a soulevé quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on oppose souvent employeur et employé. Or, un employeur, pour avoir son entreprise et qu'elle tourne, il a forcément besoin d'employés. Et un employé, pour avoir un salaire, a forcément besoin d'employeurs. Donc je pense qu'au lieu de s'apitoyer sur notre situation, que ce soit en tant qu'employeur ou en tant qu'employé, plutôt essayer de chercher à comprendre ce que la partie d'en face cherche et ce dont elle a besoin. Prendre sa place pour comprendre que c'est pas une opposition, mais plutôt une alliance et quelque chose comme un mariage. Quand on dit devenir riche, qui ici assumerait de dire travailler, c'est aussi fait pour ça? Il y a un rêve de devenir riche? Moi, complètement. Vous, complètement? Je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie. Je dis pas que c'est le but de tout le monde, hein. Il y a pas mal de gens, mais 90% des entrepreneurs le font aussi parce que j'aime beaucoup la logique d'Esteban de dire d'une certaine liberté, une certaine autonomie financière. Quand on choisit de travailler plus, quand on choisit de prendre des risques, on choisit, on accepte les risques, mais on cherche aussi les bénéfices. Et encore une fois, heureusement que tout le monde n'est pas entrepreneur. Quelque part, heureusement que tout le monde n'a pas met pas la barre au même niveau, sinon on s'en sortirait pas. Qui d'autre assume de dire oui, devenir riche, c'est bien? Vous dites ça aussi, Esteban? Oui. Bien sûr, je travaille aussi en partie pour ça, parce que l'objectif, moi, n'est pas d'être l'homme le plus riche du monde, mais je voudrais avoir suffisamment d'argent pour pas avoir à y penser en me levant le matin. Ouais. Moi, ce que j'aimerais à partir de 30 ans, c'est si je me lève le matin pour aller au boulot, c'est pas parce que je me dis il faut que je remplisse le frigo, il faut que je paye des employés si j'en ai, il faut que je nourrisse mes enfants. C'est plutôt je me lève le matin, je vais au boulot parce que j'ai envie d'y aller et ça me plaît de le faire. Joseph, on fera tout à l'heure votre portrait complètement, mais vous êtes très bosseur. Pour ceux qui nous ont pris en cours de route, on fera votre portrait encore une fois plus en détail, mais vous êtes livreur sur une plateforme très connue, vous faites des ménages, vous aidez des personnes âgées, donc vous travaillez beaucoup. Devenir riche, est-ce que c'est aussi une idée? Oui, c'est tout à fait normal, parce que moi je viens du Cameroun, juste pour vous situer. Le Cameroun, c'est un petit pays, quelque part en Afrique. Moi j'ai toujours vu mes parents travailler, mon papa je l'ai accompagné déjà en entreprise. Et moi, j'ai toujours dit à mon fils, si j'ai 2 ou 3 entreprises, tu dois en avoir 10. C'est-à-dire que j'ai pas mal d'amis dans l'auto-entrepreneuriat et dans les entreprises. Moi, j'ai dit à mon fils, il a 10 ans, et ma belle-fille aussi, ils ont tous 10 ans. Vous devez commencer à travailler à 14 ou 15 ans. Après, le côté l'ivresse où tu as appris
à l'école. Tu vas l'acquérir, tu pourras travailler avec le niveau que tu auras, mais tu dois d'abord apprendre à travailler. C'est un peu comme les artisans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de parents, je crois qu'il y a, moi, c'est mon point de vue, hein, il y a beaucoup de démissions. À un certain moment, beaucoup de parents, quand ils ont élevé les enfants, ils ont travaillé très dur pour être ce qu'ils sont. Ils ont donné tellement de facilité aux enfants que les enfants, moi je vais travailler chez des gens, des multimillionnaires, ils ont des maisons, l'enfant n'arrive même pas à enlever son pyjama qu'il a. C'est le parent qui doit venir. Alors, il faudrait bien commencer à rapprendre ça aux enfants, le minimum, le b.a.-ba. Pour gagner sa vie, comme disait le monsieur tout à l'heure, il ne trouve pas d'employé. On peut démarrer à 1500, mais et après, 2-3 ans, passer à autre chose. Essayer de capitaliser comme il a fait et passer à autre chose. Si on se dit, j'ai le doctorat, je dois gagner, je dois avoir un profil de boulot correspondant. Ce n'est pas toujours évident parce qu'aujourd'hui, les entreprises se cassent la gueule. L'environnement international est tel que ça ne peut pas toujours marcher. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites qui interpellent François Ruffin. Peut-être vous, Jérémy, c'est à vous de poser la question. Quand vous dites, si j'ai bien compris, en France, quand on vous regarde un peu de travers, si on ose dire, je suis entrepreneur et je veux m'enrichir. Oui, mais François Ruffin, qu'est-ce que vous le diriez là-dessus ? Pardon, j'avais envie de réagir. Je trouve que, encore une fois, il y a quelque chose auquel je suis très réceptif, c'est la valeur travail. Et encore une fois, je ne suis pas dans vos vies, je ne connais pas vos expériences, donc je ne me permets pas de les juger, mais ce qu'on ressent en étant l'autre génération, c'est que en étant une génération au-dessus, moi j'entends souvent qu'il faut aujourd'hui que le travail arrive avec le bon salaire, les bonnes conditions, pas de samedi, pas de dimanche. Encore une fois, très sincèrement, je ne juge personne. Mais lorsqu'on a eu un certain parcours de vie, comme j'entends beaucoup de personnes ici, on est passé par ces étapes. Évidemment, chacun à sa propre mesure va se battre pour acquérir et pour arriver au niveau de vie qu'il a décidé et qu'il a réussi à se créer. François Ruffin, réponse à ça. On a quand même quelqu'un qui a 39 ans, qui est parti en Espagne et qui assume de dire là-bas, c'est beaucoup plus facile, on est mieux regardé qu'on l'est en France. C'est un problème, ça. D'abord, moi, je dis que quand on dit patron, c'est comme quand on dit poisson. Il y a des requins et des sardines. Et évidemment, moi, je ne confonds pas le petit entrepreneur qui monte sa boutique et le grand patron d'une multinationale qui délocalise. Donc, c'est la première chose. Ensuite, ce que j'entends dans le témoignage de Jérémy, c'est non seulement c'est peut-être plus facile d'être entrepreneur en Espagne, mais enfin, quand même, on a eu 3 millions de créations d'auto-entreprises en France ces dernières années, ce qui me paraît même être un souci parce qu'en vérité, pour plein de personnes, c'est pas un choix, c'est subi. C'est parce qu'on ne trouve pas sa place comme il faut, comme salarié, que finalement, on va devenir entrepreneur malgré soi. Et on est mieux regardé, dit-il. Il n'y a pas le côté salaud de riche qu'on entend parfois en France. Franchement, c'est pas ce que j'entends dans notre pays. J'entends qu'à partir du moment où les gens gagnent leur vie ici et payent leurs impôts ici, il n'y a pas de souci. Mais donc, et ce que j'entends, moi, dans votre témoignage, c'est quel est le rapport au temps ? Je pense que dans le travail en France, il y a quelque chose qui est très contraint sur le rapport au temps. C'est-à-dire qu'on est passé d'un travail où je considère qu'on faisait une tâche et puis on respirait. C'est ce que j'appelle la brasse coulée. Et maintenant, où tout doit être rentabilisé, et du coup, on fait une tâche, on se retrouve en apnée. Je donne des exemples comme ça, mais c'est l'infirmière qui est à l'hôpital et qui a plus le temps de parler avec le soignant parce qu'elle doit passer d'une perfusion à une autre perfusion. Et ce fait que ce petit temps entre les tâches n'existe plus et qui finalement fait qu'on a un collectif de travail, qu'on est dans l'humain et qu'on n'est pas seulement un espèce de robot. J'entends, moi, dans votre témoignage, ce que vous racontez sur le bonheur que vous avez dans votre entreprise, c'est aussi parce qu'il y a du lien humain qui se crée au-delà des tâches. Et on est attaché à son travail par plusieurs biais. Puisque, pardon, vous parlez des impôts, parce que ça c'est très, très concret. Jérémy, est-ce que vous payeriez plus d'impôts si vous étiez en France ? Un petit peu plus, mais il n'y a pas une différence énorme. On part pas. L'Espagne n'est pas un paradis fiscal. Il n'y a pas une différence énorme. C'est ni pour ça que je suis parti, ni pour ça que j'y reste. Par contre, vous parliez du temps de travail. Les Espagnols travaillent 40 heures par semaine, ont moins de jours de congé qu'en France. Donc en fait. L'attractivité est importante, donc la solution n'est pas toujours de baisser les situations. Gouvernement socialiste, hein. Je suis pas un homme politique et je veux pas rentrer là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que si on écoute ce discours, je vous réponds, monsieur Roger. Dans la logique de toujours baisser, à la fin, je veux dire, si vous avez des Français qui travaillent, je vais être caricatural volontairement, mais 22 heures par semaine, eh ben, on va avoir d'autres pays à côté qui, eux, vont travailler 40 heures par semaine. Mais je trouve quand même très caricatural. Pour moi, les Français travaillent aujourd'hui.
Mais oui, ils travaillent. Et moi, quand j'entends ces branleurs de Français, parce que j'ai entendu sur un plateau télé aujourd'hui, non, c'est pas ça que je vois. Moi, je vois des gens qui se lèvent tôt pour aller au boulot, qui prennent leur métro, qui prennent leur auto, qui le soir ont mal au dos. Mais c'est quoi? Ce sont des éboueurs qui se lèvent à 4 heures du matin, à qui on vient de sucrer une petite prime. Et qui, le 10 du mois, se retrouvent à découvert. Moi, je viens pour plaider. Pourquoi? Je viens pour plaider simplement que les Français, tous les Français, puissent vivre de leur travail, bien en vivre. François Ruffin, on parlera tout à l'heure des conditions de travail très dures, notamment Joseph qui va parler, c'est très intéressant, notamment la condition des livreurs. Alors, je ne vais pas prononcer le nom de la marque, mais une plateforme très célèbre quand on commande de la nourriture à la maison. Et ce que vous allez raconter est très intéressant. Parce que souvent, les gens qui commandent, qui donnent ou qui ne donnent pas de pourboire, etc., se reconnaîtront. Ils verront. Attendez. Je pose ma question. Attendez, François Ruffin. Quand vous dites c'est pas vrai qu'on travaille moins, bien sûr, heureusement ou malheureusement parfois, il y a des gens qui travaillent énormément et plus que raisonnable même. Mais quand on regarde la réalité des chiffres, faisons la comparaison. La rédaction tout à l'heure préparait la comparaison en années, c'est-à-dire qu'en 91 encore, la durée hebdomadaire de travail au total, on parle de tous les Français, toutes les Françaises et tous les Français, 39 heures, on est passé aujourd'hui à 36,9. Donc oui, de fait, on travaille moins aujourd'hui. Et je vous pose la question ici, et vous allez pouvoir interpeller François Ruffin, est-ce que pour vous c'est un problème de société? Brigitte, par exemple, je sais pas, ou qui d'autre là-dessus? Pardon. Je suis très très mal placée pour répondre. Et votre sentiment à vous là-dessus? Mon sentiment, c'est qu'il faudrait de toute façon travailler plus et qu'il faudrait que, alors dans la fonction publique d'où je viens, il faudrait que l'on puisse aussi être reconnu lorsqu'on travaille plus. Parce qu'il y a une espèce de nivellement des têtes par indice, par nombre d'heures, selon les diplômes. Et si on en fait un petit peu plus, on passe pour celui qui trahit un peu la cause ouvrière. On est un jaune. Et voilà, et on devient le jaune. Et ça, c'est dramatique parce que ça supprime toute stimulation, ça supprime tout esprit d'entreprise. Pour vous parler de ce qui m'arrive, lorsque j'ai, au moment du centenaire de la Grande Guerre, j'ai organisé tous les ans dans mon lycée un colloque universitaire attaché à chaque année, 2014, 2015, 2016, réunissant dans des universitaires, les professeurs et les élèves de prépa. Certains de mes collègues boycottaient, parce qu'on n'a pas à faire ça. On n'est pas payé pour ça. On est payé pour un nombre d'heures auquel on ajoute ses préparations à la maison et ses corrections, point barre. Et si on en fait un peu plus, il faut que la tête tombe. Ça m'énerve. Écoutez, heureusement, dans le collège REP+, où se trouve ma fille, à Amiens-Nord, j'ai le bonheur d'avoir des enseignants qui proposent des choses, à la fois côté sport, côté culture, pour que les élèves du quartier s'épanouissent. Donc, je n'en fais pas la loi. Moi, je crois qu'il y a un désir profond des Français de bien faire leur travail. Et que même ils sont blessés quand on ne leur donne pas les moyens de bien le faire. Ils aiment leur métier, ils aiment souvent pas comment on leur fait faire leur métier. Mais pour revenir à votre statistique, monsieur Rochemain. Moi, je pense que la question, je le redis, il y a un immense gâchis dans notre pays, qui est à la fois un gâchis humain, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le travailler. Pardon, c'est un immense gâchis, à la fois un gâchis humain, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler et qui sont jeunes, qui sont trop âgés, qui sont un peu broyés, et qui voudraient travailler et qui n'y arrivent pas. Et puis, c'est un gâchis pour la société tout entière. Donc moi, plutôt que de dire travaillons plus, c'est sûr que je souhaite dire travaillons mieux et travaillons tous. Qui réagit? Valentine? Dans l'idéal, oui. Bien sûr, vous avez raison. Plutôt que travailler plus, moi je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux à travailler. Enfin, je veux dire, c'est pas normal en fait aujourd'hui qu'il y ait 3 millions de chômeurs en France. Et j'insiste, à mon avis, c'est pas parce que les jeunes sont feignants et qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est parce qu'on ne leur donne pas de boulot. Je veux dire, on l'a entendu tout à l'heure, payer 2 personnes pour faire le travail qu'une seule personne pourrait faire, si on lui écrasait bien ses horaires, c'est pas avantageux pour les patrons. Ça c'est juste pas entendable. Et je veux dire, aujourd'hui là en plus, donc vous avez bien compris que les jeunes sont très fortement au chômage, je l'ai déjà dit 3 fois, donc c'est bon. Mais là, ces derniers jours, Macron, il a laissé planer la rumeur qu'il allait mettre en place un service militaire volontaire, je veux dire, qui serait rémunéré. Donc ça veut dire que pour les jeunes, aujourd'hui, on aurait l'alternative de ne pas trouver d'emploi, ou faire des boulots pourris et mal payés, ou aller à la guerre. Faire le service militaire.
pour les gens qui fabriquent des armes pour Israël, qui ont fait la guerre au Mali, y compris des gouvernements socialistes. Moi, je ne défends pas le fait d'avoir un gouvernement socialiste aujourd'hui, vu ce que la gauche a déjà fait au pouvoir ces dernières décennies. Mais je veux dire, il va vraiment falloir des salaires beaucoup plus élevés, vu qu'apparemment, il n'y a que les salaires pour nous appâter, pour nous convaincre qu'on aille à la guerre. Service militaire on verra ce qui est annoncé, service militaire volontaire jeudi, mais enfin, ce serait, je crois, 900 € par mois pendant 8 mois. Je crois que c'est le chiffre que j'ai entendu. Qui serait tenté ici parmi ceux qui sont en âge de servir? En tout cas, moi et mes amis, on n'est vraiment pas du tout tentés. Et je veux dire, c'est pas les discours du général de l'état-major Mandon qui nous dit qu'il faut qu'on aille se sacrifier pour la patrie. Jérémy, vous seriez tenté, vous? Je suis peut-être un peu trop vieux, mais non, allez-y. Encore une fois, ça n'engage que les moi. réservistes, c'est ce qu'il y a 70 ans. Je trouve pas que c'est une mauvaise chose si on est sur la base du volontariat, si aujourd'hui j'ai une alternative, si si mon parcours professionnel fait que j'arrive pas à trouver une expérience et que j'ai la possibilité de faire un service militaire parce que ça correspond à mes valeurs et que ça correspond au contexte géopolitique mondial aujourd'hui et qu'on me le propose, je vois pas ce qu'il y a de mal à ce qu'on me le propose. Et si en plus ça peut apporter un cadre, je vais dire des gros mots et en plus ça me ressemble pas, mais un cadre républicain à un certain nombre de personnes à qui ça correspond, bah, tant mieux pour eux. Et encore une fois, je vois pas pourquoi ce serait un gros mot si on force personne. Alors, personne ne sera forcé là, a priori. Non, moi pareil, je suis un peu de l'avis de Jérémy, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est volontaire pour faire ça, pourquoi pas? Au contraire, ça donne une possibilité à ceux qui veulent se lancer dans l'armée de pouvoir faire une première partie rémunérée. Avançons dans nos portraits. Confiance. Je vous remercie aussi d'être là. Pour celles et ceux qui nous ont rejoints, je vous ai très brièvement brossé le portrait en début. Il faut rappeler, donc, vous avez choisi de démissionner. Expliquez-nous pour quelles raisons. Mais peut-être la meilleure façon de nous présenter, c'est d'écouter la vidéo, parce que vous avez un grand succès sur TikTok. Votre prénom, il est rare, c'est Confiance. Oui. Je disais tout à l'heure, on a vérifié, il y a des centaines de Darius. Moi, donc, quand j'étais jeune, quand j'avais votre âge, le prénom était rare. Maintenant, ça s'est répandu. Et vous, je crois qu'il y a 4 Confiance en France actuellement, ou très peu en tout cas. Très original. Voilà, bravo. Écoutez la vidéo, parce que cette vidéo-là, c'est vous qui l'avez faite et elle a eu un énorme succès. Je crois qu'on est à 350 000 vues sur les réseaux. Regardez. Je démissionne aujourd'hui de mon CDI. Franchement, jamais j'aurais cru que j'allais démissionner de sitôt, parce que du coup, j'ai fait 1 an. Pour moi, 1 an, c'est court dans une société. Et voilà, donc, je démissionne tout simplement. Dans la vie, il faut savoir s'écouter et que quand ça va pas, il faut savoir mettre un trait, en fait. Si la santé mentale, si le travail détruit ta santé mentale, ma belle, lâche, en fait. Tu peux pas mourir pour le travail. Confiance. Alors, effectivement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'ampleur sur cette vidéo. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle parte partout. Mais quand j'ai fait cette vidéo, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, je n'ai pas été écoutée par mon employeur et j'ai craqué parce que je me suis retrouvée contrainte en fait, je me suis posé la question, en fait, si ça ne va pas, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'aurai de l'argent? Est-ce que je vais retrouver derrière? Et surtout, avant ça, j'ai postulé. J'ai pas trouvé. J'ai entendu j'ai reçu des oui, mais pourquoi quitter un CDI? Pourquoi est-ce que vous ne serez pas fiable? Pourquoi est-ce qu'on devrait vous faire confiance? Si vous quittez un CDI, c'est que vous allez potentiellement nous quitter aussi. Vous manquez d'expérience. J'ai galéré, en fait, pour avoir le travail que j'ai quitté, malheureusement. J'ai beaucoup galéré. Je sortais de 3 ans d'expérience en alternance et j'ai eu des discours à base de vous n'avez pas le nombre d'expérience requis, votre profil correspond pas à l'entreprise. J'ai beaucoup galéré. Donc j'ai accepté ce travail par contrainte. La rémunération ne me plaisait pas, mais je suis allée quand même. 2 000 €, vous gagnez 2 000 € à ce moment-là? Brut. Du coup, en net, ça revient à peu près à 1 500 € par là. Donc avec ça, c'était pas dans mon attente. Je sors d'un master dans les ressources humaines. Je m'attendais pas à voir ça, mais je l'ai accepté. Ma santé mentale, du coup, ça n'allait plus du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? J'aurai plus de chômage, j'aurai pas d'argent. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? Au final, je dois accepter de souffrir au travail. Je dois mourir au travail. En plus, je passe la plupart de mon temps au travail. Je me suis beaucoup donnée pour ce travail. J'ai fait des heures supplémentaires qui n'ont même pas été comptées. Donc, pour le coup, qu'est-ce que je dois faire? C'est pour ça que j'ai craqué. J'ai négocié une rupture conventionnelle que j'ai pu avoir, mais ça n'allait pas. Voilà. Vous avez des formules très fortes, moi ça me frappe, si je vous cite bien, corrigez-moi si j'ai une bêtise, mais dans vos vidéos vous dites « tu ne peux pas mourir pour le travail, demain tu vas mourir, tu vas être vite remplacé, tu vas être oublié ».
Oui, bah, je suis désolée, mais si un salarié part, bah, il sera remplacé. La boîte ne va pas tourner s'il y a plus personne. Donc pour le coup, en fait, moi c'était plus aussi pour moi parce que j'avais cette mentalité je donnais beaucoup en fait. Je donnais beaucoup et je réalisais pas que ça n'allait pas. Et j'ai pris du temps à savoir que je n'allais pas bien mentalement à cause du travail. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qu'est-ce qui vous a déplu à ce point-là dans votre travail? Bah, c'est le fait qu'il y ait un manque de reconnaissance, surtout. Voilà, un manque de reconnaissance. D'autant plus que je suis une travailleuse, je travaille énormément, je donne beaucoup, et qui est pas ça en retour, D'abord, vous dire qu'à mon avis, confiance que vous avez bien fait de partir. Parce que quand sa santé mentale est en danger, il faut trouver le chemin de la fuite pour se préserver. Je disais tout à l'heure, on a un problème sur les burn-out, on a un problème sur les troubles psychiques liés au travail. La pression psychique a augmenté. C'est des études du ministère du Travail qui disent qu'en 1984, il y avait 6% des salariés qui subissaient une triple contrainte psychique, c'est-à-dire remplir plusieurs tâches dans l'heure, avoir des auto-évaluations et ainsi de suite. Et on est passé de 6% à 36%. Donc il y a eu une augmentation de la pression psychique aussi par les cadences, le rythme et ainsi de suite. Donc, enfin, moi, je sais que vous allez interroger une responsable du MEDEF derrière moi. Moi, je pense que là, il y a un gros enjeu maintenant autour de bien vivre son travail. Il y a la question des salaires. Qui est une question essentielle. Pouvoir vivre de son travail, bien en vivre, pas en survivre, pouvoir payer son logement, qui est les frais qui ont les plus augmenté. Donc ça, c'est quand même un souci majeur sur la question des salaires. Il y a la question des horaires. Philippe, essentiellement, c'est comment on fait quand on a des coupures au milieu de la journée, mais les auxiliaires de vie, par exemple, qui travaillent avec un petit bout de contrat le matin, un petit bout de contrat le soir, avec des gros trous dans la journée, non, ça va pas. Donc, mais après, il y a le contenu du travail. Et je le redis, moi, après des années de reportages, d'enquêtes dans le travail, les Français aiment leur travail. Ils veulent bien faire leur travail. Ils ont envie d'en être fiers. Et ils ne sont pas contents de la manière dont on leur fait faire leur travail. Et là, je crois qu'il y a un énorme souci sur le management dans notre pays. Et quand on compare, il y a aussi un truc qui est lié à l'école, parce que c'est montré, on a une école qui est très hiérarchique, et finalement, on a un système dans le monde du travail qui est hyper hiérarchique, avec les diplômés du supérieur qui peuvent se considérer comme très supérieurs, et ne connaissant pas les tâches réelles qu'ils ont à effectuer, ils donnent néanmoins des ordres en étant très à distance. Ça s'appelle les planeurs. Ils sont loin, ils sont dans les ministères, ils sont dans les agences régionales de santé pour ce qui est de la. On va avancer dans les témoignages, passer un peu la règle du jeu, mais je vous laisse conclure, bien sûr. Et ils donnent des ordres au travail concret qui se trouve très mal avec ça. Moi, je vous dis que je pense qu'on a eu un président, Nicolas Sarkozy, qui nous a dit travailler plus pour gagner plus. On a eu un président de la République, Emmanuel Macron, qui nous a finalement fait travailler plus sans gagner plus et peut-être en gagnant moins. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue d'avoir travaillé mieux et gagner un petit peu plus. Mais il y a un objectif aujourd'hui de travailler mieux, d'être bien dans notre travail, que le travail, ça soit parfois des difficultés, mais que ça soit aussi beaucoup de fierté. Merci François Ruffin.